Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ITV, iRadio. Le jury du dimanche reçoit ce 10 avril une dame que l'on ne présente plus, Madame Hélène Tine, présidente du Mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail, ancienne parlementaire à l'Assemblée nationale, seule femme candidate à la mairie-ville de Thiès lors des dernières élections locales. Hélène Tine, on connaît bien votre parcours politique, bien sûr, et votre engagement durant ces 20 dernières années. Et sans risque de me tromper, je peux dire également que durant cette période, vous êtes la femme catholique la plus vue, la plus en vue au plan politique. Bien sûr, il y a de nouvelles têtes qui ont émergé et qui contribuent au débat politique. Je donne cet exemple tout simplement parce que l'Église catholique recommande souvent à ses fidèles de s'engager en politique. Bonjour Hélène. Bonjour Antoine. Je voudrais rendre d'abord grâce à Dieu de pouvoir en tout cas venir à ton plateau avec cette émission d'envergure qu'est le jury du dimanche. Je voudrais saluer toute l'équipe de ITV, de iRadio et à travers donc cette équipe saluer tous les auditeurs et toutes les auditrices, les téléspectateurs, les téléspectatrices qui nous regardent à travers le monde entier et souhaiter plein succès à ITV, iRadio, en tout cas à toute l'équipe et surtout à mon frère Mamadou Ibra, Alsan Samba et toi aussi. J'ai eu le plaisir de vous côtoyer pendant ces 20 ans à travers donc mon engagement politique et je te remercie de m'inviter. Très bien. Je voudrais aussi saluer tous les croyants de ce pays, chrétiens comme musulmans, qui sont en carême et en jeûne. Demander en tout cas la clémence du bon Dieu pour notre pays, pour notre peuple dans ce contexte difficile et souhaiter en tout cas un bon ramadan à toute la communauté musulmane, mais aussi anticiper déjà pour souhaiter à la communauté chrétienne une bonne semaine sainte et une bonne fête de Pâques. Nous entrons dès lundi. Dans le dimanche des Rameaux. Voilà, nous sommes déjà le dimanche des Rameaux. Tout à fait. Qui nous ouvre la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, en marche vers Pâques, la dernière semaine. Et je voudrais en tout cas prier pour que beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions nous viennent donc du bon Dieu. Merci d'être venu au jury du dimanche. Cette semaine, l'Assemblée nationale a voté une loi qui protège les femmes enceintes contre le licenciement. Alors, sans doute, vous avez un regard féminin sur cette disposition législative que l'Assemblée nationale vient de voter. Oui, je voudrais saluer cette loi, le vote de cette loi, qui va permettre de protéger encore la femme sénégalaise et surtout la femme sénégalaise, la femme enceinte, qui vit quand même beaucoup de vulnérabilité, surtout la femme travailleuse. Et je voudrais saluer le combat du RENAFES, donc le réseau des femmes travailleuses dirigé par Fat Bintou Yafa, et qui s'est battu, et beaucoup d'autres syndicats qui se sont battus pour que ce projet puisse aller à l'Assemblée nationale. C'était un combat des femmes. C'est toujours un combat des femmes quand on prend des dispositions particulières. Pour adresser des questions vraiment qui les touchent directement. Et il faut aussi souligner que le Sénégal a ratifié la Convention 183 qui protège la femme enceinte depuis 2015. Donc, le fait de voter cette loi, c'est pour le Sénégal aussi, notre pays, reste de respecter les engagements contenus dans cette convention. Parce que c'est une chose de signer une convention, l'autre chose, c'est d'inclure dans le corpus juridique national les dispositions de cette convention qui portent sur la protection de la femme enceinte. Et je pense que cette loi vient dans ce sens-là et arrive à son heure parce que 2015 jusqu'en 2022, ça veut dire depuis 7 ans qu'on a ratifié, on n'avait pas encore inclus ces dispositions dans... Il faut maintenant le mettre dans le Code du travail
pour que cela puisse être une réalité. Mais je voudrais surtout aussi interpeller le Parlement. C'est vrai qu'on est en fin de législature, mais il faudrait qu'on s'assure de l'application de cette loi. Oui. L'applicabilité de cette loi. Nous avons toujours de très belles lois. Oui. Cette loi a été votée à la majorité des députés ou à l'unanimité des députés présents ce jour-là. Mais comme la loi sur le loyer qui a eu le même... que nous évoquerons d'ailleurs au cours de cette émission. Et on y arrivera, ça veut dire, c'est une chose de voter des lois, mais c'est une autre chose d'abord de faire les décrets d'application. On a vu des lois qui sont restées pendant une décennie, qui ont été votées, dont les décrets d'application n'ont pas été, donc, n'existaient pas, ou bien l'application de ces lois laissées à désirer. Donc maintenant, vous n'allez pas nous dire que vous êtes perplexe quant à l'application de cette nouvelle loi qui protège les femmes enceintes. Mais ce n'est pas une première. Ça veut dire qu'on a beaucoup de dispositions juridiques qui sont là, qui ne sont pas appliquées. Le Sénégal a ratifié la CEDEF, qui est la convention, donc une convention qui protège les femmes de la discrimination et qui protège leurs droits. Mais beaucoup de dispositions de ces lois ne sont pas encore incluses ni appliquées. Oui. Surtout quand il s'agit de questions aussi pointues. C'est-à-dire de dire ce n'est pas parce que c'est une femme enceinte qu'elle ne doit pas être recrutée. Souvent, c'est laissé à un jury. Concrètement, qu'est-ce que nous devons faire? Et je pense que je suis d'accord avec la présidente du RENAFES qui disait qu'il faut un observatoire pour faire le suivi, accompagner les femmes, le suivi de l'application de ces lois-là. On a un observatoire de la parité, mais il faut que les femmes se mettent ensemble, les femmes travailleuses se mettent ensemble pour qu'il y ait un observatoire pour le suivi de l'application de ces dispositions. Très bien. J'ai participé, j'en profite pour saluer les femmes enseignantes, les syndicats des femmes enseignantes. J'ai été invité à une de leurs rencontres l'année dernière à Rufisque et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes par rapport aux femmes travailleuses enceintes, des femmes qui sont des professeurs d'éducation physique, qui n'ont même pas, qui sont obligées, vous imaginez, d'assurer leurs cours jusqu'à 7 mois et demi de grossesse. Mais vous vous imaginez, et qui des fois subissent la pression de leurs supérieurs pour continuer à exercer en étant enceinte jusqu'à ce niveau. C'est pourquoi je pense que la prochaine étape, c'est de voir comment augmenter la durée du congé de maternité. Vous irez jusqu'à combien ou vous suggérez combien en fait, comme durée? Aujourd'hui, normalement, de façon légitime, les femmes devraient avoir 6 mois de congé de maternité. Parce que tout simplement, après surtout même l'accouchement, on recommande aujourd'hui d'allaiter l'enfant pendant 6 mois. L'allaitement au sein pendant 6 mois. La période qui correspond à l'allaitement. Mais maintenant, il n'y a pas de crèche dans les lieux de travail. Dans les lieux de travail. Il n'y a pas de crèche communautaire. J'interpelle aussi les collectivités territoriales. Maintenant, comment veut-on qu'une femme travailleuse puisse allaiter pendant 6 mois son enfant qui reste à la maison pendant que sa maman est au travail? Oui. Donc, il y a des questions qu'il faut adresser et il faut, je pense, impérativement que le congé de maternité, les 14 semaines qui sont dans le Code du travail actuellement et qui sont en déphasage avec les 18 semaines recommandées même dans cette convention, c'est le minimum. Il faudrait qu'on se mette à jour. Très bien. Il y a le fait d'avoir voté cette loi, il y a aussi l'application dont vous parlez. Mais est-ce que vous ne craignez pas, quelque part, que les entreprises soient un peu réticentes par rapport au recrutement du personnel féminin? Oui, mais c'est pour justement... en tout cas, prévenir, en tout cas, et pour remédier à cette situation, que cette loi est votée. Il faudrait que ces entreprises-là, qui sachent que les femmes ont des droits. Oui, mais on ne peut pas quand même les contraindre à recruter une femme. Oui, mais aujourd'hui, être femme ne doit pas être l'handicap au recrutement. Si être femme n'est pas, comment dirais-je,
une force supplémentaire, parce que quand même on nous traite de sexe faible, mais en réalité nous avons vu actuellement, partout dans tous les secteurs, les femmes, comment elles sont en train en tout cas de mettre leur empreinte dans tous les domaines. Tout à fait. Maintenant, je pense qu'être femme ne saurait être un handicap au recrutement. Au contraire, il faudrait que c'est la compétence qui sera déterminante, et c'est pourquoi cette loi doit protéger les femmes. Un accompagnement est en vue pour accompagner, permettez la répétition, ces femmes. Je disais qu'il fallait avoir un observatoire pour que cette loi, partout où il y aura une tentative de discrimination donc liée au sexe, qu'on puisse le refuser. Mais il faudrait que l'Assemblée nationale, il y a un dispositif de suivi de la mise en œuvre des lois qui n'a jamais fonctionné. C'est la commission des délégations. Cette commission est censée faire évaluer l'application de toutes les lois votées à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on a déjà entendu cette commission entrer en action pour dire que telle loi, nous l'avons votée en telle année, qu'est-ce qu'on en a fait? Ça aussi, je pense que c'est un autre mécanisme qu'il faudra agiter et se battre pour que des femmes, comme la présidente du RENAPES et autres, les femmes travailleuses, puissent être au Parlement. Je pense qu'aujourd'hui, la présence des femmes qui portent le combat dans le milieu du travail au niveau de l'Assemblée nationale est quand même important. Nous sommes avec l'Assemblée nationale, avec cette loi qui protège les femmes. Restons à l'hémicycle avec la législature finissante. Le rôle des femmes dans cette législature finissante, vous le jugez comment? Est-ce que le bilan est satisfaisant? Bon, je ne vais pas avoir la prétention d'évaluer et de juger les femmes qui sont dans l'actuelle législature. Je sais que, moi j'ai fait 5 ans à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et en termes de présence lors des séances de travail, des plénières, des réunions de commission, les femmes ont toujours assuré, et je suis convaincue que si on faisait aujourd'hui une évaluation dans ce domaine-là, on verrait que les femmes auraient assuré une grande présence. Maintenant, je pense que de façon générale, je ne vais pas sortir les femmes d'une analyse globale de l'évaluation de cette 13e qui, comme la 12e, a montré, en tout cas, ne nous a pas amené très loin. C'est-à-dire n'a pas répondu réellement aux attentes des Sénégalais, n'a pas réconcilié l'Assemblée nationale avec le peuple depuis le 23 juin. Parce que c'était ça le sens du combat du 23 juin. Qu'on ait un Parlement, une Assemblée nationale réconciliée avec le peuple qui ne sera là que pour porter les préoccupations des Sénégalais. Je pense qu'on n'a pas atteint cet objectif-là. Et ce qui a le plus, en tout cas, plombé cette législature, et je pense qu'il faut aussi saluer le fait que aucune femme parlementaire n'a été mêlée aux scandales qui ont marqué cette 13e législature. Parce qu'il y a eu quand même des scandales. Et l'image du Parlement en a pris vraiment... un sacré coup. Oui, mais pire qu'un sacré coup. Je cherchais même un mot beaucoup plus fort. Plus fort que ça. Mais aujourd'hui, si on fait, en tout cas, on regarde, il n'y a aucune femme, et ça, je pense qu'il faut le saluer, pour montrer qu'en matière d'éthique aussi, il faudrait qu'on regarde de plus en plus du côté des femmes, surtout dans le milieu politique. Parce que des histoires de faux billets, les histoires de trafic de passeports, des histoires, il y en a eu durant cette législature. Et ça, c'était le sommet, on n'a pas entendu les femmes. Mais le constat général, c'est que nous avons fondamentalement un problème avec notre Parlement, notre Assemblée nationale. Mais alors, vous n'allez pas nous dire qu'il faut aller jusqu'à confier
la présidence de l'Assemblée nationale à une femme. Mais pourquoi pas? Moi, je pense qu'on devrait le faire. On devrait le faire. Bon, on n'a jamais eu de femme à la présidence de l'Assemblée nationale. Il faudrait, devant cette situation, pourquoi pas penser à une femme présidente de l'Assemblée nationale. En tout cas, j'en profite pour saluer mon ancien leader, l'actuel président de l'Assemblée. Mais je dois constater que, en tout cas, ces deux législatures n'ont pas permis d'apporter les ruptures attendues au niveau du Parlement. Et pour les femmes devraient, aujourd'hui en tout cas, on a vu que les femmes sont en train de faire des choses extraordinaires dans tous les domaines. Il faudrait qu'on y pense. En un mot, vous êtes bien satisfaite du rôle que les femmes ont joué lors de cette législature pour boucler ce chapitre? Bon, je ne dirais pas que je ne les mettrai pas en dehors de ce qui s'est passé dans ce Parlement. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elles ont. Si j'étais à l'interne, j'aurais pu savoir. Parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de querelles et elles étaient au cœur des bagarres et des querelles. Ça aussi, ça c'est visible. Elles étaient au cœur des invectives, même si elles n'ont pas été épinglées dans les grands scandales. Donc, mais c'est ça qu'il nous faut. Oui, mais il y a aussi le débat à l'Assemblée nationale. Oui, la qualité du débat. Dans la qualité du débat. Le rôle des femmes. Dans la qualité du débat, franchement, je pense qu'il reste. On s'est battu pour qu'il y ait la parité. Maintenant, il faut qu'il y ait une qualité dans la présence des femmes au niveau de l'Assemblée. Et ça, j'interpelle toutes les organisations politiques, toutes les coalitions qui vont bientôt aller vers les investitures, qu'aujourd'hui, qu'on ne mette plus des femmes pour avoir des femmes ou pour respecter la loi sur la parité, mais qu'on mette, c'est le défi, c'est l'enjeu fondamental, ou bien qu'on mette des femmes parce que c'est des répondeurs automatiques, c'est des femmes qui vont suivre au doigt et à l'œil du leader qui les a mis à l'Assemblée, mais que ce soit des femmes qui vont apporter vraiment une valeur ajoutée au débat parlementaire et qui vont se lever pour aller vers les populations dont la présence au Parlement va impacter directement sur le vécu des populations et sur le vécu surtout des jeunes. Madame Hélène Tine, ancienne parlementaire, est l'invitée du jury du dimanche sur ITV, iRadio. Alors, Hélène, l'on s'achemine vers les élections législatives du 31 juillet prochain, des joutes électorales très attendues. Vous les envisagez comment? Bon, pour l'instant, j'observe beaucoup. Je discute avec des leaders ou des coalitions en cours de formation. Je ne suis pas en fait encore déterminée réellement par rapport à ces législatives. Parce que si on doit y aller pour vivre encore les mêmes situations, je ne pense pas que le jeu envahit la chandelle. Moi, personnellement, je rêvais, après 5 ans à l'Assemblée, en 2017, je rêvais de rupture à l'Assemblée, et les ruptures ne peuvent s'opérer que par une présence significative de l'opposition au niveau de l'Assemblée. Une présence significative qui permettrait d'avoir vraiment un contre-pouvoir réel au niveau du Parlement. Mais il faudrait que l'opposition travaille pour être représentée. Voilà, c'est là. En 2017, moi, moi j'ai été en 2012 à l'Assemblée dans une coalition, dans une liste indépendante avec Seigne Mansour Sy Djamil. Voilà, que je salue au passage. Et nous avons eu 4 députés. En 2017, bon, beaucoup sont allés sous leur bannière pour aller être seuls députés de leur liste, ou 2 ou 3. C'est vrai, c'est de bonne guerre. Mais moi, je me suis dit en 2017 que ça n'en valait pas la peine. Parce que si pour être un singleton qui va se battre, Antoine, moi, je suis sorti en 2017 de l'Assemblée nationale complètement chauve
Il m'a fallu 2 ans pour retrouver mes cheveux, tellement que j'en ai pris. Oui. Si je vous montre les photos, j'en ai pris du stress. J'en ai pris du stress parce que tous les jours, j'étais en train de courir. J'en profite pour saluer la mémoire d'une grande parlementaire, notre sœur Mambayang John, qui est décédée récemment, oui, et qui a fait une législature. On faisait souvent ensemble, on était en duo sur beaucoup de questions lors de la 12e législature. Je salue sa mémoire, je prie le bon Dieu qu'elle repose en paix et que Dieu veille sur sa famille. J'ai été dans sa famille et j'ai fait ce témoignage-là. Nous avons été en équipe parce qu'à l'Assemblée, quand tu comptes le nombre de députés qui acceptent d'aller à fond sur des questions et d'aller sur le terrain, le nombre, c'est epsilon. C'est insignifiant. Insignifiant. Maintenant, tu te dis peut-être que si on inverse la tendance, si on va dans une grande coalition, on va pouvoir inverser la tendance. Vous pensez que c'est possible que l'opposition aille en 2017, on a échoué. Large coalition. On a échoué en 2017 parce oui, qu'on avait dans la coalition Manko Taxawu Sénégal qui était un bout de la grande coalition qu'on envisageait de mettre en place en 2017. Mais même là, dans les coalitions, ça veut dire que les investitures répondent à des dynamiques tellement partisanes que ce n'est pas le profil qui est mis de l'avant. Donc moi, j'étais une parlementaire qui avait fait 5 ans, mais je me suis retrouvée dans cette liste à la 20e place. Et aujourd'hui, je me dis, les hommes politiques, parce que quand ils décident, des fois, les femmes ne sont même pas là. Et ils ne veulent pas des femmes indépendantes, des femmes libres qui ne se laisseront pas, en tout cas, qui refusent d'avoir des œillères. Qui refusent d'avoir des œillères. Donc, la solution, moi, aujourd'hui, pour qu'on en arrive là, c'est qu'il y ait une large coalition de l'opposition. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible, au vu des ambitions des uns et des autres, au vu aussi des enjeux? Mais Antoine, l'enjeu fondamental aujourd'hui, c'est de libérer tous ces otages politiques aussi. Parce que c'est ça, il faut regarder au sein de l'opposition, mais il y a combien de leaders qui sont plombés, qui sont otages, à partir avec la justice. qui sont otages. C'est des otages politiques plus ou moins, il faut le reconnaître. Si vous prenez Karim Wade, vous prenez Khalifa Sall, vous prenez Abdoul Mbaye, vous prenez... mais vous prenez les autres qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête actuellement, parce qu'il y a des procès en cours, tels que Barthélémy Diaz, tels que Ousmane Sonko, mais vous vous rendez compte? Mais ça, quand même, c'est des affaires judiciaires. Et vous les ramenez au plan politique. Mais vous savez bien, Antoine, mais ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que c'est des affaires qui ne sont pas seulement juridiques. Le cas Abdoul Mbaye, c'est un cas privé, non? Oui, mais je parle de... Je dis qu'aujourd'hui, pour moi, il y a des questions, ces questions ne devraient pas impacter la trajectoire politique de leaders de cette envergure. Et c'est pourquoi je plaide pour une révision des articles du code, du code électoral, les articles L30, L29, L30, qui devraient, si on les révisait, permettre à ces leaders de pouvoir participer, se présenter et participer, pourquoi pas, aux élections, valablement. Et je pense que cela ne relève que du bon vouloir du président Macky Sall et de sa majorité, aujourd'hui, que le code électoral devra aller à l'Assemblée. Parce que le nombre de députés a augmenté, parce qu'il y a un nouveau département. Normalement, il doit y avoir une révision du code d'ici là, consensuelle, parce que le nombre de députés a augmenté. Mais il faudrait qu'ils en profitent, parce que le président Macky Sall n'a pas le droit de quitter le pouvoir sans pour autant préserver les avancées démocratiques que nous avons eues dans ce pays. Oui. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, c'est seule une grande coalition de l'opposition permettrait, en tout cas, serait un gage d'avoir une majorité ou une présence significative à l'Assemblée nationale, et ça ferait du bien au Parlement d'avoir un rapport de force rééquilibré. Vous pensez que c'est possible, sincèrement?
Moi, je pense que ça dépend de la volonté de ces leaders qui aujourd'hui, dont la plupart aujourd'hui sont en fait impactés par des dispositions ou par des décisions politiques qui les ont mis hors du jeu politique, en fait du jeu électoral. Oui. Et je pense que je fais un plaidoyer aujourd'hui pour que Macky Sall vraiment réintègre ses leaders dans le jeu. Il faudrait qu'on ouvre le jeu et qu'on arrête en tout cas cette tentative de continuer. Vous me disiez par exemple tout à l'heure que c'était des affaires juridiques. Mais vous vous rendez compte comment on peut traîner des problèmes juridiques depuis 2011, 2000, l'affaire Ndiaga Diouf, ça date de quand? Vous vous imaginez? Et les positions des gens ont changé selon la position de pouvoir, quoi. Selon qu'on soit au pouvoir ou selon que l'intéressé est avec eux ou contre eux. Mais vous vous rendez compte? Mais ça, Antoine, donc moi je pense qu'aujourd'hui, pour ces législatives, il faudrait que l'opposition se fasse violence. Il faudrait que les gens se disent que si nous voulons changer, se faire violence, en disant il faudrait qu'on puisse aller vers une coalition solide. Ce qu'on n'a pas pu avoir en 2017, qu'on puisse l'avoir en 2022 pour avoir la chance de changer le Parlement. Ce n'est pas pour aller se bagarrer avec l'exécutif. Non, ce n'est pas pour cela. Ce sera pour aller apporter des changements qualitatifs au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense que ça ferait du bien au Sénégal et à la démocratie sénégalaise. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de votre rôle quand vous étiez parlementaire à l'Assemblée nationale. Vous espérez y retourner? Bon, je n'en fais pas une fixation. Parce que j'ai eu la chance, parmi les 15 millions de Sénégalais, de faire un mandat de 5 ans à l'Assemblée. Et je pense avoir honoré mon mandat jusqu'au bout. Antoine, j'ai porté des dossiers, les gens avec qui je me suis battu pour qu'on puisse décanter des situations comme l'aéroport de Diass, qui était complètement bloqué. Après 2 ans d'arrivée au pouvoir de Macky Sall, c'était difficile de poser une pierre à l'aéroport de Diass tellement que les conflits étaient exacerbés. Et je fais partie, je sais, au cœur des démarches qui ont permis de décanter cette situation. Je sais, et tous mes collègues peuvent le reconnaître, que le cas de la cimenterie de Dangote, j'ai porté le dossier auprès de mes collègues et nous avons pu décanter la situation. Ça, tout le monde le sait. Les enseignants qu'on a failli radier 5400 enseignants, c'est moi et le Forum civil. Et dans tous ces dossiers, j'ai cheminé avec le Forum civil. Que ce soit l'aéroport de Diass, que ce soit le Dangote, que ce soit les enseignants, que ce soit les sortants de la FASTEF qui viennent encore, le restant vient d'être recruté, que ce soit d'autres et d'autres, je ne peux pas passer le temps. J'ai honoré mon mandat, j'ai eu cette chance et je me dis que j'ai assumé ma part de mandat et de responsabilité. Maintenant, le reste, c'est d'abord du ressort du bon Dieu, mais aussi parce que aller à l'Assemblée... Mais de la coalition à laquelle vous appartenez. Oui, mais est-ce que vous y travaillez? Vous travaillez à retourner à l'Assemblée nationale avec la coalition Wallou-Sénégal à laquelle vous appartenez? Non, en réalité, j'ai l'impression que la coalition Wallou, à un moment donné, est une coalition pour les locales, comme beaucoup d'autres coalitions. Maintenant, les législatives, c'est un autre challenge. C'est un autre challenge. Maintenant, les discussions sont en cours. Avec Wallou? Avec Wallou et avec d'autres aussi. Vous discutez avec d'autres? Oui, parce que Wallou aussi, en fait, en tout cas, on ne sent pas beaucoup Wallou aller et l'opposition de façon générale, aller dans le sens de cette dynamique unitaire qui seul est le gage d'un succès, du contrôle de l'Assemblée nationale. Je prends le cas du département de Thiès. Vous prenez ce que Wallou a et ce que Yewwi a, on dépasse Benno Bokk Yakaar de 36 000 voix dans le département. Même si Benno a remporté le département. Benno est minoritaire dans le département. Ils ont remporté, mais
ils sont devancés de 36 000 voix par l'opposition. Benno dit la même chose à propos de la ville de Thiès, que leurs différentes listes réunies seraient... Leurs différentes listes. Benno avait une liste, hein, mais de toute façon, si vous prenez, le département est beaucoup plus parlant. Parce qu'il n'y avait que 3 listes dans le département. Oui, pour les législatives. Il n'y avait que 3 listes. Il y avait Benno, Yewwi et Wallu. Mais si vous prenez les suffrages de ces 3 coalitions-là, mais Benno est dépassé de 36 000 voix dans le département de Thiès. Donc ça, je ne vais pas aller... Il ne faut pas aller fouiner dans les communes et aller dire, parce que les autres listes dont ils parlent, mais vous savez, il y a tellement de listes parallèles et de listes de coalitions qui n'étaient que des maires porteuses. Vous savez, c'est des maires porteuses. Vous vous réveillez, on vous dit que tel maire est parti ici, tel maire est parti, mais ils n'apportent pas les électeurs avec eux. Et c'est ça qu'il faut voir. Donc moi je dis que la dynamique unitaire de l'opposition, en tout cas qu'il y ait le Yewwi, Wallu et pourquoi pas d'autres qui pourraient aller ensemble lors de ces législatives, j'espère que l'opposition va saisir cette opportunité. D'accord. Pour qu'on ne rate pas, comme en 2017. Sinon, c'est encore Benno Bokk Yakaar qui sera majoritaire à l'Assemblée, parce que c'est une élection de liste au niveau départemental, c'est le Raw Gaddu. De Raw Gaddu. Justement, ça, à Thiès, l'opposition a gagné. Je parle de la ville cette fois-ci. Est-ce que la donne peut rester telle qu'elle ou bien elle peut changer avec Benno Bokk Yakaar qui a l'ambition de gagner ces législatives à Thiès? Moi, ma conviction profonde est que Benno Bokk Yakaar ne peut pas renaître de ses cendres à Thiès. C'est ma conviction profonde. Pourquoi? Parce que, Antoine, les victoires à Thiès, à Dakar et à Ziguinchor, notamment, c'est des victoires qui célèbrent l'éthique et la morale en politique. C'est ma conviction profonde. Si vous venez à Dakar, Khalifa Sall a été violemment délesté de son poste de maire et de son poste de député. Les Dakarois, à travers l'élection de Barthélémy Diaz, qui était le candidat de Yewwi et qui est un poulain de Khalifa Sall, ont montré que ce qu'on a dénié à Khalifa par la force de subterfuge et autres, ils ont montré que seul l'électorat en avait la souveraineté. Ils l'ont montré à Thiès pour montrer que Idrissa Seck, je le salue au passage, ça m'a tchamigne là, mais je dis que son attitude a été sanctionnée par les Thiessois qui lui ont montré que, en fait, aujourd'hui, il faut qu'il y ait de l'éthique et de la morale en politique. À Ziguinchor, je pense que, et ça c'est des leçons à tirer, je pense que cette bataille continue avec le leader du PASTEF cette bataille qui cherche à le fragiliser. Moi, je ne veux pas entrer dans le contenu des dossiers. Les électeurs ont montré que ça ne les engageait pas et qu'ils étaient pour l'éthique et la morale en politique. Donc, ça veut dire que Benno Bokk Yakaar revienne tout simplement parce que c'était des élections locales, parce qu'il y a eu des listes parallèles. Mais l'électorat n'appartient à personne. C'est des citoyens et des citoyennes sénégalaises qui choisissent librement. Et face au peuple. Mais aucun leader politique ne peut en tout cas aller à l'encontre de la volonté du peuple. Et c'est ça qui va s'exprimer. Donc moi je dis qu'à Thiès, ma conviction profonde est que renaître de cette défaite en moins de 4 mois, impossible. Pour moi est impossible. Maintenant, l'attitude de l'opposition aussi en dépendra. Ma conviction profonde, c'est qu'aujourd'hui, les 3 députés du département de Thiès devraient aller dans l'escarcelle de l'opposition si l'opposition fait un petit effort pour consolider leur avance de 36 000 voix dans le département de Thiès. Très bien. Madame Hélène Tine, ancienne parlementaire, est l'invitée du JDD sur ITV iRadio. Alors, Hélène Tine, Macky Sall et la jeunesse du pays. Le président de la République a une nouvelle trouvaille
c'est la plateforme Joko avec la jeunesse mise en place. Plateforme pour échanger avec ces jeunes, avec qui il interactive bien sûr. Que pensez-vous de cette nouvelle initiative du chef de l'État? Bon, moi je l'encourage, je le félicite. C'est le président de tous les Sénégalais, c'est le président de la jeunesse de ce pays. Et s'il s'est rendu compte, après 10 ans, qu'il n'a pas eu à communiquer assez avec la jeunesse de ce pays et qu'il trouve en tout cas une possibilité de le faire, oui, à travers d'échanger avec la jeunesse, à travers ce concept-là. Mais je ne peux que le féliciter parce que son rôle, c'est d'être le président de tous les Sénégalais. Et je pense que de ce point de vue-là, à un moment donné, il a plus été le président de Benno Bokk Yakaar, ou le président de l'APR, ou le président de son clan, que le président des Sénégalais. Pourquoi vous le dites? Oui, mais je le dis parce que aujourd'hui, il se rend compte qu'il y a un gap. 10 ans après, c'est là qu'on réalise qu'on n'a pas pu communiquer avec cette jeunesse qui représente plus de 60% de la population sénégalaise. Et parce que tout simplement, on s'est rendu compte que la jeunesse s'est fâchée avec lui, ça ne devrait pas en arriver là. Je le dis, hein, je dis qu'il a été plus le président de Benno Bokk Yakaar, parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas de Benno Bokk Yakaar, Antoine, mais on n'a pas le droit d'accéder à aucune responsabilité dans ce pays. Toutes les nominations sont politiques. Avez-vous vu un DG ici? Je pense des DG, je ne vais même pas chez les ministres et autres. Un DG, un directeur simple, qui n'a pas une étiquette, une couleur politique dans ce pays. Et je pense que c'est là, moi, où Il faut nommer des gens de l'opposition à certains postes de responsabilité, postes de DG et autres. Mais postes de DG, mais ça, c'est la République du Sénégal. Je ne parle pas de l'opposition seulement. Et les citoyens lambda, des Sénégalais, des technocrates qui ne prennent pas la carte de Benno Bokk Yakaar, ils sont pas, vous savez, ils sont tous, on te nomme DG, on te demande d'aller sur le terrain, de chercher une base politique. Et là, ça fait qu'il y a une... Il y a quand même des DG qui ne font pas de la police, non? Mais Antoine, est-ce que tu peux m'en citer un? Un DG qui a été élu, à qui on n'a pas demandé d'aller à la base. Même aujourd'hui, c'est les locales, vous les avez vus, ils étaient tous candidats dans leur patelin. Dans leur patelin, au fin fond du pays. Ils sont maires candidats, ils ont porté les couleurs de Benno Bokk Yakaar. Les ministres, n'en parlons pas. Et c'est là, moi, j'interpelle la gouvernance de Macky Sall, une gouvernance trop partisane. Et c'est pourquoi je dis qu'il a beaucoup et plus été le président de Benno Bokk Yakaar que le président de tous les Sénégalais. Oui. Parce qu'être nommé DG, on a vu ici des DG, il y a des secteurs même, Antoine, qui ne devraient pas être dirigés par des DG typés politiquement. Comme quel secteur? Mais regardez, vous allez dans le secteur, par exemple, des impôts et domaines, vous allez dans des secteurs très sensibles, mais il n'y a que des politiques. Vous allez aujourd'hui, c'est des conflits à n'en plus finir. Vous allez dans les histoires de terre, vous allez trouver en fait, on est DG pour accéder aux ressources et pour aller faire la politique de Macky Sall. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi je dis que c'est tant mieux qu'ils se rendent compte que cette démarche quand même a des limites et qu'aujourd'hui, qu'ils cherchent à renouer le fil du dialogue avec la jeunesse qui représente la majorité des forces vives de ce pays. Je pense qu'elle ne le fait pas dans une dynamique politicienne, mais qu'il le fait dans une dynamique citoyenne et républicaine. Très bien. Ouais. Alors, la cherté de la vie, c'est un des sujets de cette émission. C'est un véritable supplice pour les ménages, même si des efforts ont été faits par l'État du Sénégal. Il y a encore des possibilités, selon vous, pour qu'on puisse soulager ces ménages? Bon, je vais en profiter pour évoquer son discours du 3 avril. Sur la souveraineté alimentaire. Voilà, c'est ça, parce que quand on parle de cherté de la vie, moi, ça me renvoie tout de suite
à la question de la souveraineté alimentaire que le président a évoquée dans son discours. Ouais. Parce que je pense que c'est une question fondamentale qui devrait nous aider aujourd'hui à répondre à cette équation. Et lui-même, il a dit qu'on puisse produire ce que nous consommons. Et consommer ce que nous produisons. Donc ça, je pense que, en tout cas, je le félicite de reprendre ce concept-là et d'aller vers sa concrétisation. Parce que quand il est venu au pouvoir, il a parlé d'autosuffisance alimentaire et surtout autosuffisance en riz. Et nous, on a été en tant que députés visiter la vallée, on avait vu qu'il y avait quand même un potentiel énorme pour le Sénégal pour que nous puissions être autosuffisants donc dans ce domaine-là et dans beaucoup d'autres domaines. Maintenant, on parle de l'autosuffisance en 2000, il y a à peu près à cet objectif d'autosuffisance il y a 10 ans. Et est-ce qu'on a évalué pourquoi on n'a pas été autosuffisant en riz? Pourquoi on n'a pas été autosuffisant dans beaucoup de spéculations qui nous permettraient de vivre, de consommer ce que nous produisons? Est-ce qu'il y a une évaluation? Quels ont été les goulots d'étranglement pour que ces objectifs ne soient pas atteints? On se réveille, on dit, on ne parle même plus d'autosuffisance, on parle de souveraineté. C'est beaucoup plus fort encore. C'est encore plus fort. Mais si on n'a pas pu atteindre l'objectif de l'autosuffisance, comment on peut atteindre l'objectif de la souveraineté, Vous ne croyez pas que c'est possible? Non, moi je trouve que c'est pour l'instant un vœu pieux. Je veux qu'on nous rassure et qu'on nous montre concrètement comment on va en arriver. C'est fondamental pour nous, dans ce contexte de crise, post-Covid, avec tout ce qui se passe à travers le monde. Mais il faudrait que concrètement, ce gouvernement nous dise, voilà comment on va y arriver, mais ne pas en faire un vœu pieux. Pourquoi? Parce que, Antoine, les facteurs de production, qu'est-ce qu'on en a fait? Aujourd'hui, on parle d'autosuffisance, de souveraineté, mais la terre qui est le premier facteur de production, qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a 2 ou 3 jours, j'ai entendu les populations de Ndiafat, de Koutal, dans le département de Kaolack, crier le ras-le-bol parce que le foncier est en train d'être spolié de partout. Je pense que ça, c'est même vraiment se répéter que de dire qu'on a fondamentalement un problème de facteur de production en ce qui concerne le foncier. Et le président avait, dès le début de son mandat, mis en place une commission foncière. Et je pense qu'aujourd'hui, la première chose à faire, c'est comment faire pour que ce peu qu'il nous reste de terre, que nous puissions de faire de telle sorte que l'agriculture familiale, que les gens puissent produire et qu'ils puissent consommer ce qu'ils produisent et qu'on favorise des Sénégalais pour que la production puisse se faire. On a un problème de facteur de production, que ce soit pour la terre, on a un problème de facteur pour la pêche. Qu'est-ce qu'on fait de nos accords de pêche pour que nous puissions consommer le poisson que nous allons pêcher de nos côtes? Est-ce qu'on a dit qu'on va arrêter ces accords de pêche pour que le pêcheur sénégalais, vous savez, hier, le prix du yaboy, qui est le poisson le plus accessible pour le ménage sénégalais, était de 300 francs l'unité. 300 francs un yaboy en plein ramadan. Donc, pour consommer ce que nous produisons, il faut qu'on se départisse de ces accords de pêche. Qu'est-ce qu'on fait de nos ressources naturelles? En tout cas, c'est des questions fondamentales. Oui. C'est un beau slogan, comme la patrie avant le parti. Mais pour vous, un vœu pieux. Comme une gestion sobre et vertueuse. Oui. J'espère que ça ne va pas être encore un vœu pieux et un slogan de plus pour la gouvernance. D'accord. 2 petites questions avant de boucler cette émission. Déjà? Le loyer, oui. Le loyer, Macky Sall en a parlé. La cherté du loyer, les logements sociaux. Alors,
Est-ce qu'il a bien vu sur ce plan, d'après vous? Oui, ça me ramène encore au coût de la vie. Le coût de la vie, vous l'avez dit tout à l'heure, en tout cas, il faudrait qu'on s'adapte et qu'on soit véridique vis-à-vis des populations, Antoine. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on baisse les prix dans un contexte où ce que nous baissons ne dépend pas de nous. Si nous amenons du riz de l'extérieur, mais nous ne pouvons pas avoir en tout cas le contrôle sur le prix réellement pour le baisser. Maintenant, à moins de subventionner et de trouver des ressources pour le faire. Maintenant, pour le loyer, je pense que ça fait partie des points, moi, qui m'ont beaucoup, dans le discours du président, qui m'ont beaucoup choqué. En tout cas, c'est le point qui m'a le plus choqué. Pourquoi? Le président aurait dû ne pas en parler. Pourquoi? Politiquement et en matière de communication, s'il reconnaît une incapacité du gouvernement d'aller vers l'application de cette loi que nous avons votée avec euphorie, que les Sénégalais ont accueilli avec euphorie et espoir, qu'ils nous disent plus ou moins qu'il n'y peut absolument rien. Cela me pose problème. Maintenant, on propose les logements. Un aveu d'échec. C'est un vrai aveu d'échec. Il n'avait pas besoin de faire cet aveu-là. Moi, je dis que la loi est là. Il faut peut-être essayer de voir comment continuer à chercher à rendre cette loi applicable. Mais ne pas dire que ne pas faire cet aveu. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose à côté? Je suis d'accord, il faut des logements sociaux. Beaucoup de nos parents ont pu avoir des logements à la SICAP. Oui. C'était des logements sociaux. Aux HLM, c'était des logements sociaux. Et partout ailleurs, dans les régions. Mais aujourd'hui, j'interpelle les ministères concernés, les autorités concernées, qu'ils aillent voir comment ces logements sociaux sont construits. Antoine, je suis passé sur la route de Noto à 2 reprises durant ces 2 dernières semaines. Sur la route de Noto, j'interpelle le gouvernement. J'aimerais que la presse même se déplace et voir ces logements en construction sur la route de Noto. C'est un scandale. Ce sera un grand, je sais pas, un grand danger dans quelques années pour les populations qui vont acheter ces logements. Pourquoi? Mais si allez-y voir. Ces logements sont construits. Tu vois, ils sont en train de tracer avec une machine. Ils viennent, ils mettent comme des poulaillers avec un chapeau. Vous voyez les poteaux qui sont... C'est mal fait. Mais non, c'est inimaginable. Il faut aller, Antoine, regarder ce qui se passe. Et je me demande où sont les services techniques. D'ici quelques années, on va se retrouver avec une catastrophe et des maisons qui risquent de s'effondrer. Oui. Et moi, je ne peux pas comprendre qu'on laisse faire. Mais moi, je suis passé là-bas, j'étais outré. En tout cas, j'interpelle. Je voudrais que les gens aillent voir et que les services habilités puissent regarder. Ce n'est pas une course contre la montre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on offre... On n'a jamais entendu une maison de la SICAP s'écrouler. Vous avez entendu une maison des HLM s'écrouler? Mais ces logements sociaux-là que j'ai vus, j'ai parlé à des ouvriers qui ont travaillé sur ces chantiers, ils m'ont dit que même un rat peut passer au-dessus des poteaux qui ont été mis sur la base de ces habitants. 30 secondes sur la sortie de Mimran cette semaine, qui a dénoncé l'attribution qu'il juge abusive des DIPA par le ministère du Commerce. Non, moi je ne comprends pas ce qui se passe dans ce secteur-là. J'ai un ami américain qui m'a dit un jour, je ne comprends pas pourquoi le sucre coûte plus cher au Sénégal que sur le marché international, alors que vous avez une société de production du sucre qui est ici. Et ça, c'est un constat. Vous allez ici en Gambie, vous allez partout dans la sous-région, les gens partent acheter du sucre en Mauritanie, en Gambie. Et nous avons une société. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des intérêts qui sont menacés, parce que lui, il sort exceptionnellement. Je pense qu'il ne sort pas autant que la Lune. Tout à fait. En tout cas, Hélène Tine, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mais le temps a filé vite. Le temps a filé vite. C'était un immense plaisir, en tout cas, de vous recevoir. Le plaisir est pour moi. Dans le JDD sur ITV et iRadio.
Et je remercie également l'équipe technique, Babacar Ndiaye, Iba Marcel, Ndianko, Angèle, Pape Doudou à la photo et pour le compte rendu de imedia.sn et de Buzz Bill Jour, Cheikh Moussa Sarr, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci et bon dimanche à toutes et à tous.